Alors ce soir, avec toi, eh bien, on va parler des ondes et de leur incidence sur notre vieillissement. On le sait, Marc-François, notre vieillissement à tous est inéluctable. En revanche, on va pouvoir agir sur le fait de bien vieillir. Est-ce que tu peux, pour démarrer ce webinaire, nous faire la différence entre un vieillissement normal et un vieillissement qu'on pourrait dire pathologique? C'est-à-dire que le vieillissement normal, tout le monde peut. Il suffit de voir certains grands vieillards et certains centenaires qui vieillissent et qui ont. Donc, on a une diminution progressive des fonctions physiologiques et un ralentissement. Et on se retrouve aujourd'hui avec beaucoup de vieillissement pathologique, avec un tas d'individus qui, à cause de leur travail, de leur environnement, de leur alimentation, se retrouvent vieux avant l'âge. Donc, le fait d'être âgé ne veut pas dire être vieux, mais le fait d'être vieux, ça veut dire de perdre ses capacités de déplacement, de relation et peu à peu de devenir dépendant. Et il est certain qu'il y a tout un tas de pathologies qui actuellement font qu'on a une génération, la mienne, qui a quand même moins de capacité pour résister à l'environnement que ce qu'avaient nos parents qui avaient un environnement qui était beaucoup moins agressif. Que je parle de la pollution de l'air, la pollution de l'eau, et il ne faut pas oublier que depuis les années 90, avec l'avènement de la téléphonie portable et des systèmes de communication sans fil, on est soumis à un stress permanent qui est le stress électromagnétique auquel on ne peut pas échapper parce qu'on est aujourd'hui face à pratiquement, il n'y a pratiquement plus de zones blanches en France, c'est-à-dire de zones où tu ne captes pas avec ton téléphone. Et ça a des conséquences sur la physiologie, ça utilise nos nutriments, on pourra développer un petit peu plus loin, et en fait, on vieillit mal. Pourquoi ? Parce qu'au lieu de vieillir, on essaie de se défendre contre l'environnement. Bien vieillir pour toi, ça veut dire quoi ? C'est quoi bien vieillir finalement ? Bien vieillir, c'est voir progressivement ses capacités diminuer. Mais bien vieillir aussi, ça veut dire pouvoir profiter de ses petits-enfants. Ça serait la pouvoir avoir du temps pour soi, après avoir travaillé pendant toute une vie, profiter de ce qu'on a pu acquérir, profiter de la vie, mais pas avoir de limitations très importantes qui empêchent justement de pouvoir profiter des plaisirs de la vie, sans que ce soit excessif. Est-ce que vieillir, ça veut dire être diminué ? Théoriquement, non. Mais Voilà. pour le pathologique, oui. C'est justement cette diminution dans les fonctions, en particulier de relations qu'on peut avoir, qui sont très agressives sur le plan psychologique. Oui. On va parler tout au long, bien sûr, de ce webinaire du vieillissement. On va évidemment aborder tout à l'heure les ondes et vraiment, tu as une approche scientifique extrêmement intéressante là-dessus. Mais je voudrais que tu reviennes sur l'apprentissage et l'enseignement d'un homme qui s'appelle Bruce Hams. J'espère que je le prononce bien. C'est un professeur de biochimie, un professeur de biologie moléculaire et qui a développé une théorie exceptionnelle. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Parce qu'il a beaucoup œuvré pour toi, en tout cas, sur ses travaux ont été très importants pour toi. Ça a été considéré comme une des personnalités les plus importantes sur le plan scientifique du XXe siècle et tout le monde le connaît sans le connaître. Puisqu'en fait, c'est le monsieur qui, entre autres choses, a inventé tout type de bandelettes dans lesquelles vous mettez une goutte de sang pour mesurer la glycémie, vous trempez dans vos urines pour savoir s'il y a du sucre, quel est le pH, etc. Quand vous la regardez, la plupart du temps, au départ, c'était écrit laboratoire EMS. Donc, ce monsieur a monté une fondation qui étudie justement la fonction du bien vieillir. Et il a développé une théorie qui était en 5 points. Il y en a 4 qui ont été démontrés, ce qui veut dire que ça va devenir une loi sur le plan scientifique. Et c'est assez, pour résumer ça, l'organisme utilise pour se défendre contre l'agression de l'environnement des nutriments qu'il utiliserait pour bien vieillir. Voilà. Donc, ça veut dire que, premièrement, il faut une complémentation, puisque nous savons tous aujourd'hui que la plupart des fruits et des légumes, même bio, ont beaucoup moins de nutriments que ce que nous avions il y a 50 ou 60 ans.
Et je ne parle pas d'aliments transformés ou autres. Je parle des légumes et des fruits de base qu'on a toujours connus. Il y a un article récemment qui expliquait très bien qu'une tomate bio aujourd'hui, c'est 10% des nutriments de ce qu'avait une tomate il y a 60 ans. Et qu'une tomate industrielle hors sol, c'est rien du tout, quoi. C'est un emballage. Ouais, les lycopènes, etc., tout ce qui peut faire l'intérêt de cet aliment, il n'y en a pratiquement pas. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que à Como System, nous avons été les premiers au début des années 90 à tenter de faire des mesures biologiques pour montrer l'efficacité de nos systèmes et tout ce que pouvaient créer les systèmes auxquels nous étions soumis au point de vue irradiation. Alors, donc, il y avait des travaux qui existaient, qui avaient été faits par les Américains dans les années 70, qui sont maintenant disponibles parce qu'ils étaient classés secret défense. Il y a en particulier 2 rapports, un de la CIA, un de la NASA, auquel on a librement accès aujourd'hui. On sait ce qui était connu à l'époque, mais on a tous entendu parler du syndrome des micro-ondes, qui est apparemment en train de se reproduire à Cuba avec l'ambassade américaine, mais à l'époque, l'Union soviétique irradiait l'ambassade américaine et on avait une série de troubles, en particulier de leucémie, d'hémorragie, etc. Donc, tous les effets secondaires sont connus. Ils ont été analysés en particulier pour le développement des programmes spatiaux des 2 grands pays qui dominaient le monde à l'époque. Et on s'est retrouvé, en fait, avec une technologie qui est très intéressante, parce que qui renoncerait aujourd'hui à son écran, son ordinateur portable ou à son téléphone? Personne. Voilà. Donc, le deal, ça a été de développer une technologie qui permette de les utiliser en diminuant au maximum, en neutralisant le risque. Et c'est ce que nous avons fait. Alors, on va rentrer un petit peu dans les détails, parce qu'il faut expliquer point par point. Mais ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, et depuis les années 90, il y a des millions de publications scientifiques qui démontrent les effets secondaires qu'il peut y avoir. Et aujourd'hui, ce qui me choque un peu, c'est qu'on avait déjà le problème qui était là, mais les gens se sont réveillés avec la 5G. Voilà. Cet homme, est-ce qu'on peut synthétiser sa pensée de manière évidemment très schématique, hein, avec toute mon humilité, mais en expliquant que finalement, on vieillit mal car on se défend contre l'environnement. Absolument. Alors, lui, étant biochimiste, ce qu'il a cherché, c'est à créer des produits de complémentation pour retarder le vieillissement. Mais moi, dans mes raisonnements, je suis allé beaucoup plus loin. C'est qu'il faut agir sur l'environnement. Alors, il faut agir sur l'environnement quand on est conscient de ce type de problème. Agir sur l'environnement, c'est déjà, premièrement, faire attention à l'eau qu'on boit. Deuxièmement, faire attention à l'air qu'on respire. Il y a 35 ans, il y a 40 ans, j'avais travaillé sur les problèmes d'ionisation négative et sur la qualité de l'air. Et en fait, pour donner un petit exemple, on se posait la question de pourquoi les personnes âgées traînaient dans les supermarchés. Parce que oui, il y en a toujours des gens avec le caddie en train de traîner dans le supermarché. Parce qu'en fait, un organisme qui est déficient manque d'ions négatifs. Or, l'air filtré que l'on a dans les bâtiments et l'air filtré que l'on a dans les supermarchés et les centres commerciaux, au contraire, est plein d'ions positifs et pas d'ions négatifs. Donc, il n'est pas bon pour la santé, mais on va chercher ce qui manque, mais on ne choisit pas la bonne chose. Alors qu'il vaudrait mieux aller en forêt, dans une forêt de pins. Voilà. Donc, il faut faire attention à l'eau, il faut faire attention à la qualité de l'air, et il faut faire attention à ce qui est le plus omniprésent aujourd'hui, c'est les rayonnements dans lesquels nous vivons qui n'existaient pas il y a 30 ans. Alors, c'est vrai que je voudrais qu'on s'arrête là-dessus, bien sûr, sur les ondes. On vit dans un brouillard électromagnétique. Est-ce qu'on peut dire qu'on est irradié en permanence ou le mot est trop fort? Non, on est irradié en permanence. Et je vois beaucoup d'amis qui me disent « mais moi j'éteins le Wi-Fi le soir ». D'accord, mais est-ce que ton voisin l'a éteint? Est-ce que tu captes un Wi-Fi sur ton téléphone? Est-ce que ton téléphone capte de la 4G ou de la 3G? Ben à partir de ce moment-là, oui, tu es irradié.
Est-ce que tu peux nous décrire, Marc-François, les deux types d'ondes auxquelles nous sommes finalement exposés en permanence? Oui, bon, de toute façon, quand on avait un téléphone filaire classique, le bon téléphone à cadran ou à bouton qu'on a connu après, en fait, on avait un fil de cuivre qui amenait la conversation vers un standard qui répartissait ensuite la conversation vers le numéro. Donc aujourd'hui, on utilise des micro-ondes qu'on appelle radiofréquence aussi, qui remplacent le cuivre de fil. Et là-dessus, donc pour la 3G, on faisait passer 80 conversations, et pour la 5G, on en fait passer environ 1000. Donc, ces fréquences qui transportent la conversation, c'est ce qu'on appelle des fréquences de modulation, c'est-à-dire un petit peu celles qui permettaient de choisir le numéro, devait arriver l'information qui passait dans le fil en cuivre. Alors, ça a des effets complètement différents. Beaucoup de scientifiques se sont élevés contre le fait que l'on considérait, les opérateurs et les fabricants ne considéraient que l'effet thermique des micro-ondes, alors qu'en fait, on a des effets non thermiques qui sont bien répertoriés et qui aujourd'hui sont responsables d'une série de troubles physiologiques dont les conséquences sont des pathologies qui apparaissent. Donc, radiofréquence et basse fréquence. Voilà. Donc, les radiofréquences, on peut essayer de les arrêter. Là, je suis en train de terminer un travail qui montre, et il y a quand même deux des plus grands scientifiques qui travaillent là-dessus, qui sont le professeur Pal, qui est à l'université dans l'ouest des États-Unis, et on a le professeur Panagopoulos qui est à Athènes, qui sont deux grands spécialistes qui aujourd'hui sont en train de démontrer, et ce ne sont pas les seuls, ils ont refait des synthèses, moi je repasse derrière parce que j'ai trouvé d'autres choses, qui montrent que même à très faible niveau, que ce soit les radiofréquences ou les basses fréquences, on est dans une situation où on a une réponse de l'organisme. Et je pense que quand on donne un petit peu le niveau d'irradiation mesuré, donc avec un magnétomètre au niveau du cerveau, donc les systèmes que nous utilisons, que nous avons développés, émettent à la puissance du cerveau, et un téléphone peut émettre à une puissance qui est 100 millions de fois supérieure. Et un cerveau, sur le plan magnétique, a une émission qui est 100 fois moindre que celle du cœur, qui est l'organe qui émet le plus. Donc, on est quand même en comparant avec le cœur, 1 million de fois de plus au point de vue irradiation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les normes que l'on a en Europe occidentale, type France 10 millivolts par mètre, ou les normes que l'on a en Russie qui sont à 0,1 millivolts par mètre, c'est-à-dire 100 fois moins, on est toujours à un niveau d'irradiation qui est supérieur à ce que peut capter un individu. Et on se retrouve aujourd'hui avec des gens qui ont été sensibilisés pour la plupart par des produits chimiques environnementaux qui développent une hypersensibilité électromagnétique. Donc, aujourd'hui en Suède, aujourd'hui en Grande-Bretagne, c'est considéré comme une maladie professionnelle. En France, il y a le professeur Bellepomme qui est en train de se battre pour que ce soit reconnu comme des symptômes neurologiques. Et j'avais fait la démonstration au 9e congrès de médecine environnementale, congrès international, donc où il y avait toutes les huiles de l'Académie américaine de médecine environnementale. J'avais donné l'explication de comment la pollution de l'organisme pouvait déclencher cette sensibilité. Et donc, c'est un fait aujourd'hui qui est tout à fait mesurable. Marc-François, on va parler de l'influence des ondes, bien sûr, hein, sur notre vieillissement, sur notre organisme. Mais d'abord, tu viens de parler de ce mot d'être électrosensible. Alors, je sais que toi, parce qu'on on en a discuté en préparant ce webinaire, tu es électrosensible. J'étais, mais j'ai bloqué l'évolution grâce au système. Et donc, on va parler tout à l'heure. C'était tellement désagréable, c'était tellement désagréable que j'ai consacré une partie de ma vie à essayer de comprendre et à essayer d'aider les autres. Voilà. Tu peux nous expliquer comment est-ce qu'on sait d'une part qu'on est électrosensible et comment ça se manifeste à l'intérieur de nous? Ça se manifeste, beaucoup de gens ont une espèce de tension intérieure, ça commence par des troubles du sommeil. Les Suédois, eux, ont considéré que, et je pense que c'est lié au fait qu'ils ont peu de soleil et un déficit de vitamine D,
un des premiers symptômes qu'il reconnaît, c'est un eczéma et des rougeurs de la face. Donc, ensuite, on a des hypertensions qui apparaissent actuellement. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup depuis qu'il y a la 5G à cause des blocages des canaux calcium. Donc, on a des gens qui réagissent à l'environnement de façon exagérée. Alors, on a tendance à les considérer un petit peu, je les ai vus qualifiés d'hystériques, je les ai vus qualifiés de tous les noms de la Terre, mais en fait, ce sont des malades. Et déjà, il faut quand même remettre les choses à leur place. À Madrid, j'ai connu personnellement la docteure Jane Monroe, qui est une allergologue qui était à Londres et qui avait ouvert un service spécial justement pour les électro-hypersensibles dans les années 90. Et donc, elle est membre d'ailleurs de l'Académie américaine de médecine environnementale. Et en fait, ils avaient trouvé l'astuce pour pouvoir mettre des fréquences neutralisantes sur des ampoules pour les donner comme médicaments aux malades. Et on est dans une situation où en fait, ça n'est pas la puissance de ce que l'on reçoit, c'est la fréquence. Si vous êtes allergique à un pollen de cyprès, vous n'êtes pas allergique à un pollen de graminée. Et là, c'est la même chose. Vous avez votre fréquence qui est déclenchante. Et si elle est dans le spectre que vous recevez, vous allez déclencher des réactions. Je voudrais qu'on revienne sur l'influence des ondes, donc sur nous, sur ce qui se passe à l'intérieur de nous, sur évidemment avec le prisme du vieillissement, hein, puisque c'est la thématique que nous avons choisie sur Bibouda. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui se passe à l'intérieur de nous, justement, avec le mécanisme essentiel qui a été décrit par le professeur Pal, Martin Pal, c'est le blocage des canaux calcium. Il y en a d'autres, mais c'est un des mécanismes principaux. À partir du moment où vous bloquez les ions calcium à l'intérieur de la cellule, on est dans une situation, vous avez tout un tas de troubles qui vont apparaître, en particulier hypertension, troubles de concentration, parce que quand il y a trop de sodium dans un neurone, et bien, le neurone ne fonctionne plus. Le neurone ne fonctionne plus. Il y a tout un tas de troubles qui vont être déterminés par ça. Donc, aujourd'hui, dans l'optique du vieillissement, on a une altération générale des fonctions physiologiques. Le deuxième niveau, et on pourra avoir une diapositive d'explication tout à l'heure aussi, c'est l'augmentation de l'oxyde nitrique. Et l'oxyde nitrique, qui en soi est un des médiateurs qui permet beaucoup de fonctions à l'intérieur de l'organisme et du cerveau, quand il est en excès, ça devient un radical libre qui est très agressif. Donc, destruction de cellules, destruction de structures cellulaires. Donc, qui dit ça dit automatiquement vieillissement. Et ensuite, on a une altération du cortisol, c'est-à-dire on a une chute de cortisol qui est l'hormone de défense face au stress. Donc, on a une moindre réponse au stress. Et quand vous avez une moindre réponse au stress, je crois qu'il faut revenir à nos classiques. Hein. Il faut relire Laborie et son livre extraordinaire qui s'appelle L'éloge de la fuite. Soit tu restes et tu payes le prix, soit tu fuis et tentes de te sauver. Or, aujourd'hui, se sauver dans un environnement électromagnétique comme celui que l'on a, c'est particulièrement difficile. Donc, c'est pour ça qu'on a cherché à trouver une solution pour aider tout le monde. Alors, Marc-François, un mot peut-être sur la mélatonine? La mélatonine est considérée comme l'hormone du sommeil. Quand on va un peu plus loin, il y a beaucoup de monde qui la connaît comme étant l'hormone mère, c'est-à-dire l'hormone qui règle tous les cycles des sécrétions hormonales. Et automatiquement, dès qu'on décale les sécrétions hormonales, on est dans une situation où les choses ne vont plus. Quand vous avez besoin de votre pic de cortisone à telle heure et qu'il arrive en retard ou en avance, eh ben, il y a des choses qui se produisent. La mélatonine, à côté de ça, est antitumorale. C'est une hormone qui est le plus puissant des antitumoraux qui existent. C'est aujourd'hui une hormone qui est considérée comme anti-inflammatoire aussi. Donc, pas de mélatonine ou moins de mélatonine, ça veut dire apparition d'une inflammation. Ensuite, on est dans une situation où vous êtes c'est un anti-radicalaire libre.
donc moins de fabrication de radicaux libres, donc moins de mélatonine, fabrication de radicaux libres qui vont agresser les membranes, qui vont agresser les mitochondries, c'est-à-dire automatiquement perte de fonction qui se traduisent derrière. Et la mélatonine aussi a une action sur l'immunité. La dernière découverte qui est très récente, parce que les publications ne sont pas vieilles, mais il y en a très peu, c'est que la mélatonine est un régulateur de la sensibilité aux opioïdes. Donc, je m'explique. Oui. Sur la douleur. On sait aujourd'hui que les champs électromagnétiques diminuent le seuil de la douleur, c'est-à-dire que là où vous ne devriez pas avoir mal, la douleur apparaît avant. Et deuxièmement, pour le traitement, on sait que la mélatonine modifie la réception aux médicaments. Moins de mélatonine, plus de médicaments pour avoir une réponse. Il ne faut pas s'étonner qu'on ait une augmentation de consommation de médicaments contre la douleur, et en particulier de ceux qui entraînent le plus d'effets secondaires, c'est-à-dire les prémorphiniques et les morphiniques, parce que le malade en a besoin de beaucoup plus parce qu'il n'a pas assez de mélatonine. Alors, le professeur Hems, lui, dans sa théorie, c'est qu'il faut apporter ce qui manque, mais il faut aller à l'échelon suivant. Est-ce que vous devez apporter de la mélatonine? C'est conseillé, mais est-ce qu'apporter de la mélatonine est suffisant? Non, ce n'est pas suffisant. Pourquoi? Parce que vous allez la consommer pour lutter contre les ondes. Donc, on est dans le cadre du tonneau qui est percé. Et si vous ne mettez pas une protection contre les ondes, tous les effets secondaires qui sont liés au manque de mélatonine vont être augmentés sans que vous puissiez les compenser. Je voudrais qu'on revienne, si tu le veux bien, sur les différentes rubriques que tu viens d'énoncer, et notamment sur le calcium avec la normalisation de la concentration du calcium intracellulaire. Est-ce que tu peux nous préciser vraiment les travaux qui ont été faits sur cette rubrique-là? Oui, bien sûr. Donc, au niveau neurophysiologique, le calcium, c'est avant tout la fatigue, une confusion, difficulté à penser clairement, à se concentrer, une inertie mentale, une léthargie, et surtout, au niveau physique, on note une perte d'appétit ou de l'anorexie ou des nausées, une constipation, une faiblesse musculaire, des troubles du rythme cardiaque, des fourmillements des lèvres, de la langue, des doigts, des mains, des pieds, des spasmes musculaires et ce que j'ai expliqué tout à l'heure, des hypertensions qui ne répondent pas aux protocoles classiques qui sont habituellement ceux des cardiologues actuellement et pour lesquels on sait que justement les effets que j'ai énoncés sont bloqués par les deux anticalciques principaux qui sont l'amlodipine et la nifedipine. Et donc, il faut, chez ces malades qui ne répondent pas à un traitement classique pour l'hypertension et qui ne répondent pas à un médicament, 2 médicaments, 3 médicaments, j'ai eu des patients avec 4 médicaments qui ne répondent pas, la question qu'il faut se poser, c'est justement, est-ce que ce ne sont pas les canaux calciques qui sont bloqués par les ondes et qu'il faut tout éliminer et revenir à un produit qui va libérer ces canaux, puisque nous les avons à notre disposition dans la pharmacopée. Voilà. Donc, il y a tout un tas de phénomènes au niveau de la tension artérielle et sur le plan cérébral, avec justement cette espèce de brouillard qui peut être là et qui est quand même fréquemment décrit, et puis tous les phénomènes musculaires, parce qu'il ne faut pas oublier que le cœur est un muscle. Ça, c'est sur le calcium. Ouais. Tu nous as parlé aussi de l'oxyde nitrique. Est-ce que tu peux revenir là-dessus en nous apportant des précisions très concrètes sur notre quotidien, notre santé au quotidien, pour essayer justement de voir si les ondes ont des effets? L'oxyde nitrique, c'est un médiateur chimique qui est très important et qui a un rôle de protecteur à faible dose, mais quand il augmente, comme l'expérience que nous avons réalisée à l'Institut de physique de Moscou, c'est un radical libre qui oxyde les structures cellulaires. Et tout ce qui dit oxydation, ça veut dire vieillissement, puisqu'aujourd'hui, beaucoup de gens ont compris qu'il faut prendre des antioxydants. Mais est-ce qu'il est suffisant de prendre des antioxydants si tu ne penses pas supprimer la cause? Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a?
automatiquement, on va avoir une diminution des risques carcinogéniques avec la régulation de l'oxyde nitrique, un ralentissement du vieillissement, une diminution des risques de maladies neurodégénératives, une diminution des vertiges, une diminution des acouphènes et une diminution des problèmes de mémoire qui sont impliqués, qui sont répétés sans arrêt au niveau de l'utilisation des ondes et des systèmes non filaires. Donc, on a déjà, mais on pourra aller beaucoup plus loin, on pourrait faire un séminaire que sur ça, quoi. Non, l'idée, c'est de nous donner des bribes d'informations pour qu'on puisse, nous, dans notre quotidien, se protéger et surtout avoir une prise de conscience, en fait, soyons clairs. La prise de conscience, c'est supprimer un radical libre qui va être augmenté de façon excessive, alors que théoriquement, à faible dose, c'est un protecteur. Et que si il devient radical libre à cause de la quantité, ce gaz devient automatiquement un destructeur de structure. Et à partir du moment où tu détruis des structures cellulaires et intracellulaires, tu as un vieillissement. Voilà. Tu as parlé tout à l'heure de la chute du cortisol. Je voudrais aussi qu'on revienne là-dessus de manière un petit peu plus précise et en détail pour qu'on comprenne là aussi comment on peut agir là-dessus. Bien sûr. Donc la chute du cortisol, elle est bien documentée puisqu'elle est, on tombe à environ, on perd plus de la moitié de son cortisol. C'est l'un des stéroïdes naturels qui est fabriqué en particulier par les glandes surrénales, des petites glandes triangulaires qui sont situées au-dessus des reins. Et il a 3 fonctions principales. Il aide à contrôler le sucre, il aide le corps à gérer le stress, il aide à contrôler la pression artérielle et la circulation sanguine. Donc, si le cortisol chute à cause de l'exposition aux ondes, ben, c'est pas difficile. On a une perte de contrôle du stress et de l'inflammation. On a une diminution de l'humeur et du tonus psychologique et physique et des troubles de concentration. Et on a une augmentation des risques d'allergie et d'infection. Donc, ce qui est quand même pas négligeable et qui est quand même, quand on reprend le vécu des malades où on peut faire un diagnostic de réponse excessive à l'environnement vibratoire avec toutes ces ondes que nous recevons, quand on colle les bouts, on voit tous qu'on connaît des tableaux cliniques bien définis qui correspondent à ça. Et enfin, on en a parlé tout à l'heure, mais c'est vrai que la mélatonine, essayez de voir aussi comment est-ce qu'on peut agir dessus, puisque manifestement, les ondes ont quand même… Une complémentation en mélatonine est intéressante. Puisque quand tu dis complémentation, ça veut dire prendre des gélules de mélatonine? Aujourd'hui, en France, légalement, elle est autorisée à 1 mg. Et on trouve des compléments qui vont jusqu'à 1,9 mg. Et à partir de 2 mg, c'est une prescription à 2 mg à effet retard. C'est une prescription pour les troubles du sommeil qui est réservée aux neurologues. Donc, mais aux États-Unis et dans d'autres pays, on voit des prescriptions qui vont jusqu'à 20 mg de mélatonine, justement, chez des cancéreux, chez des gens qui ont des maladies auto-immunes, pour cet effet, justement, antiradicalaire, anti-inflammatoire. Et c'est quelque chose de passionnant, la mélatonine. Ça a plus de 200 fonctions. Et ce que je citais tout à l'heure, c'est-à-dire cette baisse de sensibilité des récepteurs de la douleur, c'est-à-dire qu'on a mal alors qu'on ne devrait pas avoir mal. Et il faut bien comprendre que c'est un phénomène qui est le phénomène le plus fréquent chez les fibromyalgiques. Donc, on a aujourd'hui entre 15 et 20% de la population qui a un syndrome de sensibilité centrale, de sensibilisation centrale, c'est-à-dire fibromyalgie, fatigue chronique, syndrome de sensibilité chimique multiple et électro-hypersensibilité. Donc, en fait, c'est la même maladie avec des volets d'expression un petit peu différents. Et par exemple, ce que je disais toujours quand j'étais au tribunal pour défendre une fibromyalgie ou un syndrome de fatigue chronique qui n'était plus capable d'assumer son travail, et on disait, vous êtes une hystérique, vous ne voulez pas travailler parce qu'on a quand même 9 femmes pour un homme, on a
chez 60% des fibromyalgiques, on a un syndrome de fatigue chronique. Vous n'êtes pas capable de faire autre chose que de passer du lit au fauteuil et du fauteuil au divan. Et en plus, quand vous asseyez, vous avez mal et vous ne pouvez pas rester assis. Comment voulez-vous tenir debout pour aller travailler, faire des efforts? Donc, c'est vraiment une vie impossible. Et on sait aujourd'hui que c'est un syndrome neurologique, que ce n'est pas une maladie inventée, c'est pas une maladie de Turoflance, ce sont des vrais malades qu'il faut respecter. Quelles conséquences sur justement les personnes atteintes de fibromyalgie, les ondes? Est-ce qu'on a impacté ça? On sait l'influence que on a une aggravation phénoménale de la symptomatologie. Déjà, quand on trouble du sommeil. De manière générale, Marc-François. Voilà. En général. Mais tout ce que j'ai décrit est exacerbé. Donc, sensibilisation à la douleur. Donc, il y a un médecin de Toulon qui est un interniste qui avait décrit un test que je préfère à celui des points sensibles, qui est la mise d'un brassard de tension et vous gonflez. Une personne normale a une douleur qui apparaît entre 210 et 230 mm. Moi, j'ai vu des patientes qui s'étaient mises à hurler à 60 mm de pression. C'est-à-dire qu'on leur tient le bras, elles se mettent à hurler. Donc, on a une sensibilisation, le seuil de la douleur qui baisse. Aujourd'hui, on commence à avoir l'explication. Une des explications, c'est la chute de mélatonine. Mais là, il faut aller au deuxième niveau. Apporter de la mélatonine, c'est bien, mais il faut mettre quelque chose qui vous empêche de la consommer, parce que sinon, ça ne sert à rien. Et je crois que s'il y a un message qui doit passer aujourd'hui, celui-là est important. Est-ce qu'on s'habitue et est-ce que notre corps, finalement, s'habitue à ce brouillard électromagnétique? Oui, il y a une adaptation. Il y a une adaptation, il y a une évolution. Il y a une évolution. Puis bon, il y a des effets secondaires qui peuvent être marrants, comme ceux qui ont été décrits il y a quelques années, d'augmentation de la longueur du pouce chez les adolescents, à force de taper des petits messages. Mais c'est pas ça qu'il faut voir. Ce qu'il faut voir, c'est on a introduit une technologie, on a essayé de comprendre après ce qu'il fallait faire. Alors que ce qu'il fallait faire, c'est aller rechercher les effets biologiques et pas des mesures de champ pour expliquer ce qui pouvait se passer. Et nous, chez Como System, c'est ce que nous avons fait depuis le début. Ça a été de tenter d'aller faire une analyse biologique des effets d'une pollution qui allait s'amplifier, qui s'est amplifiée, et voir de quelle façon nos systèmes protégeaient. Et c'est ce que nous avons publié. Je voudrais justement qu'on regarde maintenant comment on va se protéger de ces ondes. On a bien compris que c'était assez dramatique finalement pour nous, pour notre organisme, pour notre santé, de ne pas se protéger. Pour toi, c'est une aberration. Comment est-ce que tu pourrais... sans jugement, mais toi, avec l'expérience que tu as, le savoir-faire que tu as J'ai souvent entendu ce commentaire. Je vais protéger mes enfants, moi, on verra ce qui se passe. Ça, c'est un commentaire que j'ai entendu fréquemment en Espagne. Le commentaire le plus fréquent, c'est si c'était dangereux, on n'aurait pas commercialisé ça, ce qui est une aberration. L'autre commentaire, c'est si c'était dangereux, on le saurait. Il suffit de vous renseigner. Je crois qu'il y a assez de moyens aujourd'hui. Alors, le problème, c'est un alarmisme qui peut exister et on n'a pas le droit à alarmer la population. Par contre, on a le droit de lui donner l'information qui a été vérifiée scientifiquement et à partir de là, chacun fait son choix. Absolument. Chacun est responsable de ce qui lui arrive par rapport à ça. Donc, nous, l'objectif, effectivement, de ce webinaire, c'est ça. C'est-à-dire de vous donner de l'information, de vous donner les tenants et les aboutissements. Voilà ce qui se passe sur notre corps, sur notre organisme. Sur le vieillissement, on a bien compris que de toute façon, ça allait accroître le vieillissement et le mal vieillissement. On va mal vieillir si on ne se protège. Bon, donc tant qu'à faire. Vu que de toute façon, c'est inéluctable et on va tous vers ce vieillissement. Oui, mais on en parlera entre nous, mais il y a des moyens de retarder le vieillissement. Très efficace.
faire un webinaire avec nous là-dessus. Bon, on reste sur notre sujet qui est la protection des ondes. Peut-être le rôle de l'intensité et des fréquences. Quelles conséquences cela a-t-il? On en a parlé. J'ai effleuré le sujet, mais aujourd'hui, dire que parce que l'on baisse l'intensité d'un système en mettant des écrans, en fait, on ne baisse que l'intensité des radiofréquences. Or, celles qui ont le plus d'influence sur le corps, ce sont les basses fréquences. Pourquoi? Parce que nos cellules communiquent avec des basses fréquences. Et dire qu'on peut arrêter des basses fréquences, il n'y a qu'un métal qui est le mu métal qui arrête les basses fréquences. Et pour donner un exemple, aujourd'hui, tous les satellites qui communiquent avec les sous-marins nucléaires qui sont immergés utilisent des basses fréquences pour communiquer avec les satellites. Bien sûr, il y a un codage, tout ce que vous voulez, mais ce sont les seules fréquences qui sont capables de pénétrer et d'aller aussi loin dans l'eau. Donc, on peut arrêter les radiofréquences. Il y en a partout. Mais aujourd'hui, les travaux les plus récents montrent que les faibles intensités de radiofréquences sont plus dangereuses que les intensités, entre guillemets, moyennes. Voilà. Et pour les basses fréquences, je vais vous donner un exemple. Pour la 3G, donc, on avait une intensité qui passait sur la porteuse. La fréquence de modulation était de base était le 217 Hz, qui était décomposé en 8 fréquences et qui permettait justement de transmettre jusqu'à 8 conversations sur la même porteuse. Il y avait 8 conversations qui passaient sur le fil électrique. Est-ce que vous savez ce que c'est que le 217 Hz? Allez-y. Ben, c'est la fréquence de communication des abeilles avec leurs ruches. Alors après, quand j'entends les apiculteurs parler d'insecticides, etc., oui, c'est vrai, mais il y a autre chose. Et j'avais fait une conférence justement sur les ondes aux journées internationales de l'eau à Toulouse, et j'ai vu une agitation dans la salle, et je ne savais pas que la veille, il y avait eu une journée justement sur les abeilles et l'apiculture, etc. Et j'ai vu deux vétérinaires qui sont venus me dire, mais vous savez ce que vous avez balancé? Je dis, qu'est-ce que j'ai dit? Il me dit, le 217 Hz, c'est la fréquence de communication des abeilles avec la ruche. Alors, on comprend maintenant pourquoi elle se perd. Hyper intéressant, ça. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire dans ce cas-là? Ben, il ne faudrait pas mettre un CMO à chaque abeille, elle ne pourrait pas le transporter. Par contre, un apiculteur qui serait un petit peu malin mettrait un cône avec ses ruches pour qu'il n'y ait pas de perturbation du message. On va parler bien sûr de la protection dont tu vas nous expliquer un petit peu ça, tout ça, les systèmes de compensation d'oscillation magnétique. On a compris, tu l'as dit tout à l'heure, mais je voudrais quand même qu'on revienne là-dessus, c'est qu'il n'y a pratiquement plus de zone blanche. Donc, et tu viens de le citer tout à l'heure, baisser finalement l'intensité des ondes ne résout pas le problème. C'est pas la solution. C'est impossible. En fait, c'est ce qu'avait démontré le docteur Jeanne Monroe en Grande-Bretagne, qui est allergologue. C'est qu'en fait, les gens étaient sensibles à une fréquence. Mais la sensibilité était telle, par exemple, que dans l'hôpital où ils avaient monté le service de traitement de ces malades, ils ont été obligés de déplacer la salle d'attente à 200 mètres parce qu'il y en a qui faisaient la réaction dans la salle d'attente quand eux étaient en train de tester les malades dans la salle d'examen. Donc, c'est dire la sensibilité. Dire la sensibilité. Donc, en fait, si tu es allergique au pollen, tu n'es pas de cyprès, tu n'es pas allergique au pollen d'olivier. Pas forcément. Tu peux avoir les deux. Mais au fur et à mesure que tu développes une allergie, tu vas commencer à te sensibiliser à d'autres pollens. Voilà. Donc, on est tout à fait dans cette situation actuellement. Donc, il y a quand même des solutions, parce que c'est quand même ça l'idée. Il y a des solutions de se protéger, protéger notre organisme, nous protéger évidemment nos enfants. Et j'aimerais qu'on s'arrête sur les produits qui sont proposés ce soir, qui sont des moyens, des outils de protection. C'est quoi? Des neutralisateurs d'ondes? Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? On ne peut pas les appeler des neutralisateurs d'ondes parce qu'on ne coupe pas les ondes. Okay. Il y a tout un tas de systèmes qui diminuent l'intensité des ondes. Je crois qu'il faut aller raisonner dans l'absolu. Quand vous mettez un téléphone à l'intérieur d'un micro-ondes qui est, lui, bien équipé pour empêcher les micro-ondes qui sont émis par le générateur pour cuire les aliments, en fait, le micro-ondes chauffe l'eau. Et donc, on se retrouve aujourd'hui donc avec les mêmes fréquences qui sont
les porteuses pour la 3G, la 4G et le Wi-Fi, on se retrouve avec une situation, c'est la même fréquence que le micro-ondes. Vous enfermez un téléphone dans le micro-ondes, il va se décharger tout de suite parce qu'il va augmenter sa puissance pour tenter de trouver une antenne proche. Voilà. Donc, aujourd'hui, on sait que les faibles intensités ne protègent pas. Quand on voit que la Russie a mis des normes 100 fois au-dessous de celles de l'Europe occidentale, bon, c'est parce que eux avaient beaucoup travaillé sur le problème. Mais là encore, on est avec des gens qui vont répondre à ces ondes. Pour les basses fréquences, même à très 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 faible niveau, on a une réponse. Donc, on a bien réfléchi. La solution, ça a été comment peut-on empêcher un organisme vivant de réagir en émettant un message à partir d'un système qui est une solution saline informée, donc sans électronique, pour pouvoir à stimuler un organisme pour qu'il ne réponde pas aux ondes. Et donc, c'est ce que nous avons fait. Donc, aujourd'hui, la mesure qui a été faite sur nos systèmes a été faite sur un SQUID. Un SQUID, c'est un magnétomètre hypersensible qui est capable de mesurer des puissances et des spectres d'émission. Et on est dans une situation aujourd'hui où la puissance d'émission de nos systèmes est équivalente à celle du cerveau, c'est-à-dire 100 fois moins que le cœur et 100 millions de fois moins qu'un téléphone portable en réception. Donc, à partir de là, on envoie un signal qui est amplifié par l'environnement l'environnement électromagnétique sert à amplifier le signal et le signal va agir au niveau de l'organisme. Alors, la réponse est est-ce que ça arrive? Oui, ça arrive, puisqu'on a des réponses biologiques. Ensuite, est-ce que l'organisme sait quoi en faire? Oui, puisqu'on a des fréquences spécifiques pour empêcher la réponse. Et ça, nous l'avons démontré avec des publications pendant de nombreuses années qui ont montré justement sur le plan biologique, parce qu'on nous a reproché de pas, on nous a reproché de pas avoir d'électronique, on nous a reproché d'émettre à très faible niveau, mais on a tout à fait l'explication qui est une explication de physique la plus avancée aujourd'hui, et nos systèmes sont capables d'entraîner une réponse biologique et une réponse de protection. Quand on voit par exemple que pour l'oxyde nitrique, au niveau du slide de l'oxyde nitrique, on a une augmentation, et ça avait été fait à Moscou à l'époque, il y avait très peu de téléphones portables, donc on a confié des téléphones portables à des individus, on a une montée très importante de l'oxyde nitrique qui a été mesurée par air exhalé tous les jours. À partir du moment où on a mis un système de protection, on s'est retrouvé avec quoi? On s'est retrouvé avec une régularisation de la. Je suis en train de chercher le slide pour vous donner le. Je crois que c'est en 3 semaines, on a une régularisation qui s'est faite du niveau d'oxyde nitrique à la normale, ce qui serait aujourd'hui plus difficilement faisable du fait qu'on n'aurait pas de chiffre de départ puisque les gens sont tous irradiés. Donc, on a une expérience un petit peu, on avait des gens qui étaient très peu irradiés, on a vu la montée et puis la régularisation. Quand on voit tout ce que fait l'oxyde nitrique, et bien à partir de là, on se dit, ben, on rétablit un médiateur, en particulier cérébral, et justement quelque chose on empêche justement la destruction par ce produit qui devient radical libre à forte dose et qui va agresser les cellules et les composants des cellules. Toi, ça a été radical sur toi? Moi, ça a été assez rapide, oui. Ouais. En fait, j'avais essayé un système suisse pour les écrans. En fait, j'avais tellement de fiches patients que j'ai acheté un ordinateur parce qu'on passait un temps fou à rentrer, à sortir des fiches. Donc, j'avais trouvé un système avec un bon programme et j'ai vu que je commençais à avoir des problèmes de sommeil, de temps en temps de poussée de tension, d'irritation de la face. Donc, connaissant ce qui se passait déjà et ayant lu, j'ai cherché un système suisse que j'ai essayé. Ça a été inefficace, c'était même des effets contraires. Et un jour, j'étais installé à l'époque pas très loin de la centrale nucléaire de Pierrelatte. Un des ingénieurs du CEA m'a dit, ben, vous savez, nous, on a acheté ce genre de système pour se protéger. Donc, j'ai téléphoné un jour où j'étais à Paris pour faire les cours à la fac de Bobigny pour les cours d'oculothérapie.
j'ai téléphoné donc à l'inventeur qui est venu me voir. Et puis bon, j'ai dit, moi, c'est toujours la même chose. Dès qu'on propose quelque chose, j'essaye. Et j'ai vu que ça commençait à fonctionner. Et à partir du moment où ça a commencé à fonctionner, j'ai commencé à travailler avec et chercher à savoir comment ça expliquer. Alors, j'aimerais qu'on rentre un peu dans le détail des produits proposés, et notamment, d'abord, en manière individuelle, c'est quoi? C'est une pastille, en fait, une sorte de porte-clés à avoir toujours sur soi? En fait, il y a une solution saline informée. Ouais. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a plusieurs systèmes parce que les messages ne sont pas les mêmes. Par exemple, entre un téléphone et un écran plat, et c'était pas les mêmes qu'avec les écrans cathodiques. Donc, on est dans une situation où on fait passer un message à l'organisme pour qu'il ne réponde pas à une simulation nocive. Voilà. Donc, la forme a été étudiée justement. D'abord, on a miniaturisé les systèmes et les formes sont étudiées pour que l'émission soit maximale. Et le choix de l'aluminium, c'est parce que c'est un métal amagnétique. D'accord. Donc, l'idéal, c'est de le porter toujours sur soi. Oui, donc, il y a des systèmes qui sont... Voilà, j'ai un système pour tenir mon téléphone. Donc, il y a un système à coller sur le téléphone et qui neutralise le téléphone. Oui. Il y a un système à coller, j'en ai un qui est collé derrière mon écran de portable. Oui. Et j'ai un porte-clés que j'ai toujours sur moi. Un jour, j'ai fait une expérience, je suis parti à Madrid pour faire une communication à un congrès, j'ai oublié mon porte-clés. Donc la maison, le cabinet, tout était protégé par des cônes et le porte-clés a le même effet que les cônes. Donc ce sont les mêmes solutions, mais en quantité moindre. Un cône peut couvrir 100 ou 200 mètres carrés. Donc c'est une émission qui a la forme d'une sphère. C'est-à-dire, par exemple, si vous avez une maison à étage, soit vous mettez 2 cônes, soit vous mettez un cône sur le sol au premier étage, vous allez couvrir le bas. Donc en fait, c'est une émission qui a la forme d'une sphère. Et un porte-clés, en fait, vous protège, vous êtes dans une bulle qui fait à peu près 12 mètres carrés. Voilà. Donc, j'ai oublié mon porte-clés. J'étais dans un grand hôtel à Madrid. J'ai eu l'impression de dormir dans une poêle à frire. Il y avait 3 répétiteurs dans le couloir. C'était infernal. C'était infernal. Le lendemain, j'étais vraiment fatigué pour faire ma communication, mais je su ce que c'était tout de suite. Donc, pour démarrer, pour des personnes qui, on va dire, hein, qui sentent qu'elles sont un peu sensibles, pas forcément des hypersensibles, mais un peu sensibles, et qui regardent ce webinaire ce soir, donc qui ont envie d'avoir des informations là-dessus, qu'est-ce que tu leur conseilles? Moi, je leur conseille le TR26 qui a une couverture là. Et bon, c'est ça? C'est le porte-clés. À partir de ce moment-là, ils en ont un sur eux. Mais dans la mesure où à la maison ou s'ils sont chez eux, ce sont leurs locaux dans le travail, il faut couvrir toute la surface. La meilleure façon d'être tranquille, ça. En fait, ça permet une biocompatibilité des ondes et ça permet d'utiliser le système en neutralisant le risque. Ok. Donc, bon, toi, tu as la totale, hein, c'est-à-dire que tu as sur ton téléphone, tu as le porte-clés sur ton téléphone, sur ton ordinateur et le cône. J'ai tout. J'ai bougé. Il est parti. Il est allé chercher le cône, non? Et le voilà. Il était à portée de main. Voilà. Donc, celui-ci couvre 200 mètres carrés. D'accord. Donc, dans une maison familiale où il y a des tablettes, il y a des ordinateurs, il y a des téléphones, il y a... Alors, il y a le problème des tablettes et des ordinateurs, il faut les équiper avec un PC qui est le système pour le personnel computer qui va justement neutraliser les ondes émises par, en dehors de la réception qu'il peut y avoir, les ondes émises par l'électronique interne aussi, parce que ça, il faut en parler. Tu peux préciser ta pensée? Votre écran, que ce soit votre iPad, votre téléphone, etc., ou votre portable, il y a une électronique interne qui a une émission aussi. Donc, elle est neutralisée par le système qui s'appelle PC. Votre téléphone, c'est un autre type d'électronique. Donc, on a un système qui s'appelle MP Mobile Phone qui permet de neutraliser. Et puis, vous avez les systèmes généraux qui sont le cône et le porte-clés.
qui permettent justement de vivre dans un environnement non agressif. Donc, ce soir, ce qu'on vous propose sur ce webinaire, c'est bien sûr d'avoir accès à ces produits, donc au système porte-clés, au cône de 100 mètres que vous avez vu. Vous pouvez soit prendre… Oui, dis-moi. 100 ou 200 mètres, je vous ai présenté le gros de 200 mètres. D'accord. Donc 100 ou 200 mètres, d'avoir aussi accès aux pastilles que vous mettez sur votre ordinateur et votre portable. Alors sachez que, alors moi aussi je reprends mes petites notes, sachez que vous avez 10% de réduction sur les produits unitaires. Ça veut dire que si vous prenez à l'unité, vous avez 10% de réduction. Et si vous prenez des packs, parce qu'on a fait des packs aussi pour 2, pour 3, pour 4, pour 5 personnes, ça va jusqu'à 20% de réduction. Donc toi, tu conseilles, bien sûr, on est une famille, on prend… Le cône ne suffit pas? Il va couvrir une grosse partie de l'irradiation, mais il ne va pas couvrir ce qui radie l'intérieur d'un téléphone ou d'un portable. Or, dans une famille, apparemment, actuellement aujourd'hui, la plupart des gens ont leur portable, plus leur système, leur iPad ou leur tablette ou leur portable. Donc, il faut couvrir les trois. En fait, c'est très difficile de mettre toute la technologie sur un seul système. Et déjà, les cônes et les porte-clés, c'est un exploit avant, il y avait des systèmes séparés. Il y avait un cône pour le Wi-Fi, un cône pour la 3 et 4G, un cône pour la géobiologie, puisque dans le cône et on a un système qui neutralise les effets géobiologiques, c'est-à-dire ce qu'il peut y avoir des failles, des cours d'eau sous la maison qui ont des influences sur la santé. On en a tenu compte. Tu parlais des hommes et des femmes tout à l'heure. Est-ce qu'il y a plus d'incidence sur les femmes que sur les hommes par rapport aux ondes? Oui. En général, oui. Quand on voit les syndromes de sensibilisation centrale dans lesquels on a classé l'électro-hypersensibilité, on a 9 femmes pour un homme. 9 femmes pour un homme. Fibromyalgie, c'est la même chose. Fatigue chronique, on peut avoir plus d'hommes pour la fatigue chronique, pour la sensibilité chimique multiple, mais on a plus de femmes que d'hommes. Je pense que les femmes ont une sensibilité particulière, beaucoup plus sensible que les hommes, on l'a toujours dit, mais là, ça se manifeste, hélas, dans le mauvais sens. On parlait du vieillissement, mais je voudrais quand même un petit mot sur les enfants, puisqu'on sait que nos enfants sont aujourd'hui forcément beaucoup plus qu'à notre époque sur les tablettes, sur les téléphones, sur les ordinateurs. Qu'est-ce que tu conseilles aux parents par rapport à ça? Déjà, on a l'exemple des pays du sud-est asiatique et de la Chine qui ont utilisé ces techniques avant nous parce qu'ils étaient producteurs, Taïwan, etc. Et aujourd'hui, la plupart des adolescents ont des myopies importantes. Donc, nous avions fait dans les fin des années 90 avec le professeur Mishima des travaux, c'était le patron d'ophtalmologie à l'université de Tokyo, et il avait montré qu'après 2 heures passées sur un écran, on avait des troubles de convergence, c'est-à-dire que les gens n'arrivaient pas à ajuster la vision binoculaire et qu'on avait des microkystes qui apparaissaient sur la cornée, c'est-à-dire les lésions sur la cornée. Et donc aujourd'hui, c'est un des troubles qu'on a avec les enfants, des troubles d'adaptation de la vue. On a une augmentation du nombre de myopes, il suffit de voir la quantité de gamma. On a des troubles du sommeil chez les enfants parce que, il faudrait peut-être que les parents leur retirent le système avant qu'ils aillent se coucher. Mais le fait qu'ils continuent à avoir un écran et à être irradiés, là encore, on est en train de bloquer la sécrétion de mélatonine. Oui, ça, c'est du bon sens. Oui. Et il faut faire passer l'information parce que l'information leur permettra peut-être de comprendre. Un peu de prospective, même si on est en plein dedans quand même, l'arrivée de la 5G, comment tu vois ça? Quel est ton regard dessus et comment… L'arrivée de la 5G, on est en phase d'ondes millimétriques qui ne sont pas tout à fait les mêmes ondes que la radiofréquence, avec une partie de la technologie qui est commune. Donc aujourd'hui, la 5G, on a des problèmes d'environnement, premièrement, parce que les antennes émettent à une distance beaucoup plus courte. Donc, il faut des antennes plus rapprochées. Deuxièmement, on a eu
un déboisage de nombreuses municipalités qui ont coupé une quantité effarante d'arbres sans donner d'explication, malgré toutes les manifestations d'écologistes qu'on a pu voir, en particulier en Bretagne, où j'étais tenu informé par des amis, où on n'a pas compris que des arbres centenaires soient coupés, ben, les feuilles et les branches empêchent la 5G de passer. Voilà. Et on sait que la 5G, par exemple, au niveau, par la taille de l'onde qui est millimétrique, on a des premiers travaux qui sont sortis où, en dehors des effets qui sont communs avec les autres types d'irradiation, on a des lésions de la cornée et on a des glandes sudoripares qui sont brûlées. Ça, c'est les premières choses qu'on a connues. Aujourd'hui, on n'est pas encore arrivé à la 5G à 60 GHz, on est autour de 26 GHz. Le jour où on arrivera à l'irradiation avec une 5G de type industriel avec très haut débit pour les entreprises, la fréquence qui est utilisée risque d'agir justement sur la fixation de l'oxygène sur l'hémoglobine. Alors là, on ne sait pas ce qui va se passer. J'ai pas vu de travaux expérimentaux encore qui ont testé ça. Alors, je sais pas. Moi, je suis toujours prudent. Dans ma pratique, chaque fois que j'ai vu sortir un médicament, j'ai attendu 3 ans pour le prescrire, pour la simple raison que sur 4 médicaments qui étaient sortis, il y en a 3 qui étaient retirés au bout de 3 ans. Voilà. Donc, on a une observation, en tout cas, observation de tout ça. Il faut avoir une attitude éthique en disant qu'est-ce que ça fait et est-ce qu'on peut l'utiliser. Je crois que c'est la moindre des choses. Marc-François, mais le message principal que tu souhaiterais que les gens retiennent ce soir, ce serait quoi? Qu'il faut se donner les moyens de bien vieillir, puisque c'est le thème, le vieillissement. Et qu'avec ce que j'ai exposé, je pense qu'on n'a pas le droit maintenant de fermer les yeux en se disant je ne savais pas. Oui. Vous savez. Vous savez aujourd'hui qu'il faut vous protéger parce que sinon, vous ne pourrez pas bien vieillir parce que vous allez utiliser ce qui est nécessaire et indispensable pour bien vieillir, pour lutter contre l'environnement. Oui, ça vient bouffer nos ressources. En fait, c'est ça. Exactement. C'est bien résumé. Voilà.